Bonjour à tous et bienvenue dans VIP qui entame sa 12e saison. Et oui, première émission de l'année. Pour cette première, nous avons invité un essayiste, romancier, couronné de multiples fois par des prix littéraires, chroniqueur français. Vous pouvez le lire toutes les semaines dans Paris Match notamment. Il est membre de l'Académie française, dont il a été l'un des plus jeunes membres à son entrée, soutenu avec ferveur par Jean d'Ormesson. J'ai le grand plaisir de recevoir de nouveau Jean-Marie Rouard. Jean-Marie, bonjour. Bonjour. 2011, votre venue dans VIP, c'était déjà il y a 4 ans. Et vous voyez, je pensais que c'était plus récent parce que je gardais le souvenir d'une émission pleine de malice et d'intelligence. Espérons que celle-là sera du même tonneau. Vous avez vu un peu, je vous lance un défi. Je suis ravie de vous recevoir, et alors particulièrement pour le livre que vous nous livrez. On a tendance à appeler ça un pavé dans la profession quand ça fait 3,12 kg et que ça fait 900 pages. Mais alors c'est totalement digeste parce que vous nous proposez une sorte de, comment vous l'appelez-vous, une compilation ou une anthologie? C'est à la fois une anthologie, mais en même temps, l'originalité par rapport aux anthologies, c'est qu'à chaque fois, il y a un texte de moi qui présente l'auteur. Très bien troussé. Vous avez choisi des auteurs, on va raconter juste après comment vous les avez classés. Vous avez choisi des auteurs qui vous ont marqué pour diverses raisons, de tous les siècles, de toutes les catégories, avec un portrait à la fois très bien écrit, très bien troussé, on reconnaît bien votre plume. Mais ce qui a dû être horrible pour vous, c'est d'aller choisir un extrait dans l'intégralité de leur œuvre. Vous nous livrez à chaque fois 2-3 pages d'extrait. Mais quel choix cornélien, mais comment vous y êtes pris? Choisir un extrait dans, je sais pas... Comme dans tout, par passion. Parce que, vous savez, on est dans le domaine de la passion par excellence. Moi, la littérature, c'est ma passion. Je suis un miraculé, d'ailleurs, de la littérature. Pourquoi miraculé? Miraculé parce qu'au départ, je ratais tout. Je ratais mes études, je ratais ma vie amoureuse. J'avais tout était contre moi. Entre 20 et 30 ans, d'ailleurs, personne n'a voulu vous éditer. Oui, et en effet, ne rappelez pas ces mauvais souvenirs. Et à 17 ans, si je n'avais pas eu la littérature, qui m'a sauvé, parce que cette passion, à la fois, m'a permis d'échapper, à la fois aux tentations du suicide, enfin, des tas de choses qui étaient très désagréables. Et en même temps, ça m'a permis de faire d'une passion une vie, puisque par la suite, j'ai consacré ma vie à la littérature, à la fois comme écrivain, mais ensuite parce que j'ai dirigé Le Figaro littéraire, notamment. Voilà. Donc, finalement, ça m'a sauvé. Ça m'a sauvé et ça a donné surtout un sens à ma vie. Et disons, ça a permis à ma vie je détestais la réalité, le prosaïsme. Et grâce à la littérature, j'ai réussi à me soulever du sol et à m'élever spirituellement. Et j'espère que, à travers des livres, même des livres qui peuvent apparaître comme les livres de Jean Genet ou des livres vraiment de pêcheurs terribles, ou Maurice Sacks, de crapules, eh bien, malgré tout, en eux, on trouve quelque chose de spirituel. Et je crois que, ça on en reparlera peut-être, mais c'est ce qui me fait que pour moi, la littérature est vraiment une religion. C'est que j'y trouve tout. Voilà. J'y trouve à la fois du plaisir, un plaisir sensuel, j'y trouve un dépaysement, j'y trouve une variété extraordinaire, c'est-à-dire que c'est merveilleux de se dire on a toute l'humanité dans sa variété. Et une consolation aussi, parce que vous dites à chaque fois que j'ai un chagrin d'amour, je fonce sur Proust et sur La Prisonnière, avec tous les déchirements que Proust a pu connaître, et ça me console quelque part. C'est vrai, à travers Proust, notamment, qui a tellement bien parlé du désespoir amoureux, non seulement de la jalousie, mais aussi de ce qu'on éprouve quand on est quitté par une femme. Et moi, j'ai été quitté très souvent, donc j'ai lu très souvent Proust. Je ne sais pas pourquoi ça me fait rire, mais je suis désolée. Non, mais c'est ce qui est formidable dans la littérature aussi, c'est que c'est un antidote au malheur de notre existence. Ça nous permet de nous identifier à des auteurs et de conjurer, au fond, nos souffrances. Oui, parce que vous, votre thème de prédilection, on va dire que c'est l'amour. D'autres, ça va être la fuite, d'autres, ça va être, que sais-je. Vous, c'est l'amour. Et finalement, ça donne un sens. Finalement, vous pouvez mettre en mots, et donc en littérature, des aventures qui sont arrivées plus ou moins romancées par la suite, mais ça leur donne un sens. Ça fait que ce n'est pas un gâchis total, finalement. Ça, je crois qu'en effet, vous avez employé un mot très juste. C'est vrai que le fait, pour un écrivain, d'être écrivain et de transmuer cette matière brute, cette matière un peu médiocre
qu'est notre vie, ce que j'ai un peu fait dans pas mal de mes livres, soit sous une forme romanesque, soit sous la forme directe de souvenirs, c'est vrai que ça évite, au fond, cette chose horrible qu'est le gâchis, de se dire mais à quoi ça a servi de souffrir? Ça ne sert à rien de souffrir. Sauf que ça sert spirituellement ou bien ça sert artistiquement. Voilà. Et moi, ça m'a servi artistiquement puisque j'ai essayé de donner un sens à ces souffrances. Vous savez, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est de Paul Jean Toulet, qui dit tout n'est que masque, signe et symbole, et peut-être qu'un jour nous saurons de quoi. C'est-à-dire que cette vie, il faut la décrypter. Il y a des signes qui nous sont offerts, et il faut essayer de voir ce qu'il y a derrière ces signes. Et il me semble que c'est ce qui fait que la vie d'écrivain est passionnante, mais la vie de lecteur est également passionnante. Oui, parce que vous lisez des livres qui vous expliquent votre vie. Voilà, exactement. On est le même genre de lecteur, vous et moi, je vois exactement. Ça. J'ai essayé, dès l'adolescence, de trouver, à travers le magnifique, finalement, les magnifiques spécimens de vie que m'offrait la littérature, d'essayer de me dire, mais quel serait mon destin? Qu'est-ce qu'il fallait que j'imite? Qu'est-ce qu'il fallait que je copie? Alors, bien entendu, il y avait quelqu'un d'exceptionnel que j'ai beaucoup lu, c'était Napoléon. C'était le mémorial de Sainte-Hélène. Alors ça, c'est peut-être... J'avais été peut-être un peu au-delà de mes forces, n'est-ce pas, en copiant Napoléon. Mais en effet, il y a eu Stendhal, il y a eu tous ces écrivains, ou Balzac, qui permettent à l'adolescence, c'est pour ça que je crois à quel point aujourd'hui, ça serait nécessaire de faire lire les gens qui sont perdus, qui ont 15 ans, 16 ans, à quel point la lecture est nécessaire, parce que c'est ce qui permet justement de dessiner sa propre vie. Oui, vous avez lu Le Rouge et le Noir à 13 ans, ce qui est quand même assez jeune, 12-13 ans pour lire Le Rouge et le Noir, mais ça a fini par catalyser finalement cette fougue qu'il y avait en vous et de vous projeter dans un héros. Et ça sert aussi à ça, ça sert aussi un peu de catharsis, la littérature. Bien sûr. C'est-à-dire que, je veux vous dire, le rôle de la littérature est tellement vaste, ça sert à tellement de choses. Citation d'un de vos contemporains, je ne sais pas si vous reconnaîtrez qui a dit ça. Un écrivain est quelqu'un qui plonge dans son inconscient et qui en fait remonter à la surface des choses merveilleuses. Qu'est-ce qui a pu écrire ça? C'est vous. Oui. Vous l'avez pas écrit, vous l'avez dit. Je me disais, c'est pas mal. Vous l'avez dit en 2011 dans l'émission qu'on avait faite oui, ensemble. Oui, et ça m'avait marqué cette phrase que je la trouvais toute simple et très juste dans ce qu'elle nous dit. Mais vous savez, là aussi, je crois que la littérature a un lien très très fort, je dirais même essentiel, avec la vérité. Une littérature qui serait éloignée de la vérité n'aurait strictement aucun intérêt. La vérité avec un V majuscule, j'entends bien. C'est ce que vous disiez tout à l'heure sur toute littérature est spirituelle, même la plus sale. Oui, mais pas vérité uniquement spirituelle. Je crois que le mensonge est ennemi de la littérature. Voilà, je crois qu'on ne peut pas vraiment mentir. On peut mentir sur l'anecdote. Chateaubriand a dit qu'il avait vu les chutes du Niagara, il n'est peut-être pas allé. Bon, ça c'est superficiel. Mais profondément, je crois que dans ces phrases, chaque phrase, c'est l'énoncé d'une vérité. Et si nous avons tellement besoin de la littérature, c'est justement parce que nous avons besoin de vérité. Nous vivons dans un monde incompréhensible, dans un monde dont on se dit mais à quoi est-ce que tout cela nous mène? Et la littérature, justement, nous apporte des vérités. Vous savez, ça me rappelle une phrase qui surgit là maintenant de Monseigneur Claverie, qui avait été assassiné après les moines de Tibrine, et qui disait « L'autre a toujours une vérité qui me manque ». Et ça peut être le livre a toujours une vérité qui me manque. Tout à fait. Ça pourrait tout à fait être une phrase en exergue, en épigraphe de mon livre. Parce que c'est vrai que, finalement, à travers des écrivains différents, eh bien, on trouve une vérité qui vous manque. Alors, comment on ne s'était pas rencontrés à ce moment-là, au moment où vous avez choisi l'épigraphe de votre livre? Vous avez pris Flaubert, mais c'est très bien Flaubert aussi. Et vous avez écrit, attendez, je vais retrouver cette phrase, Gustave Flaubert. « Le seul moyen de supporter l'existence, c'est de s'étourdir dans la littérature comme dans une orgie perpétuelle. Le vin de l'art cause une longue ivresse et il est inépuisable. C'est de penser à soi qui rend malheureux. » Que j'ai envie de coupler avec une autre phrase de Flaubert que vous devez connaître, qui dit on juge de la qualité d'un livre à la vigueur... Attendez, comment c'est, vous la connaissez mieux que moi? À la vigueur de son verbe, au coup de poing qu'il vous donne et au temps qu'on met à s'en relever. Elle vous dit quelque chose, cette phrase? Bien sûr. C'est pas exactement ça, mais c'est à peu près ça. Non. Et c'est finalement ça, c'est des livres qui vous ont donné des coups de poing, que vous nous retracez ici, ces amis qui enchantent la vie, Passion littéraire, chez Robert Laffont.
Et ceux qui vous ont laissé un peu groggy, dont vous avez eu un peu de mal à vous relever? Non, je me suis toujours relevé, parce que si je ne m'étais pas relevé, je n'aurais jamais écrit. Et je crois qu'être écrivain, c'est à la fois avoir cette faculté d'enthousiasme, d'admiration, de considérer que de toute façon, on sera très peu de choses par rapport à tous ces écrivains qui sont exceptionnels. Et en même temps, avoir le courage de dire, mais finalement, on a en soi quelque chose qui est original, qui est incomparable. Et à ce moment-là, cette originalité, on peut la développer. Et puis, si on a besoin d'écrire, il faut écrire. Voilà, c'est tout. Il ne faut pas chercher à se comparer, il ne faut pas chercher... C'est absurde. Cette idée des Jeux Olympiques en littérature m'a toujours paru une idée idiote. Oui, et en même temps, quand on est couronné par l'Académie française, quand on a des prix littéraires, c'est pas Barès qui disait, c'est une citation que vous m'aviez sortie, ça, qui disait il faut tout avoir eu pour pouvoir tout mépriser, quelque chose comme ça. Il faut tout obtenir de pouvoir tout mépriser. Voilà, donc c'est une fois qu'on a eu tous les honneurs de cette terre. Écoutez, vraiment, les honneurs, c'est très gentil de me dire que j'ai eu quelques satisfactions, mais vous savez, j'ai eu tellement d'échecs. Parce qu'il y a aussi tout ce que j'ai désiré et que je n'ai pas obtenu. Et la liste est beaucoup plus importante de ce que j'ai désiré. Et en même temps, il y a une grande opposition entre les satisfactions sociales, qui sont toujours l'objet d'une chance et d'un malentendu. Je vous dis, franchement, je n'ai eu qu'un succès dans ma vie, un seul. C'est pas d'être entré à l'Académie. C'est quoi? C'est d'avoir réussi à publier mon premier livre. Ah oui, voilà. oui. Pour moi, ma date de naissance, c'est 1974, quand un éditeur a pris mon premier livre. Qui, en l'occurrence, est moi, ma date de naissance. Comme moi, c'est une grande année, cette année. Voilà, c'est une grande date pour chacun. Eh bien, et vous voyez, et ça, c'est important. Ouais. Mais après... Vous êtes né à vous-même en tant qu'écrivain, c'est ça que vous êtes en train de dire. Et ça a été pour moi essentiel. Mais ensuite, il y a eu beaucoup de choses agréables, le prix Renaudot, le prix Interallié, c'est vrai. Mais ça fait partie, si vous voulez, des malentendus, de la chance. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu des anges gardiens. Je reconnais que j'ai eu des anges gardiens. Parce que c'est quoi le seul couronnement, c'est la postérité, finalement, pour l'écrivain? Non, la seule couronnement, il y en a pas. Et c'est ça qui est merveilleux dans ce choix. Vous savez... Est-ce que ce ne serait pas d'être lu par des gens qui ne lisent pas? Non. Des gens qui ne lisent jamais? Écoutez, tout est merveilleux dans le fait d'écrire, le fait d'être lu, le fait d'être publié d'abord, ensuite d'être lu, ça c'est merveilleux. Mais quant à la satisfaction, il ne faut pas la chercher dans le domaine de l'art, c'est le domaine de l'échec, Si on écrit, c'est parce qu'on a le sentiment de l'échec. Et les satisfactions d'ordre, disons, sur le plan social, sont des satisfactions aussi incongrues que les satisfactions que quelqu'un qui mène un chemin spirituel peut obtenir. Vous voyez, je pense par exemple à l'abbé Pierre. Bon, l'abbé Pierre a une certaine reconnaissance. Mais je pense qu'il y avait un chemin spirituel chez lui. Ça n'avait rien à voir avec cette reconnaissance, cette publicité, faire la une de Paris Match. Vous voyez. Donc je pense que vraiment les écrivains mènent deux chemins. Il y a le chemin, tous les artistes d'ailleurs, que ce soit les peintres, les musiciens, eh bien, ils mènent un chemin qui est solitaire, qui est sans repère. Et la société peut leur donner des satisfactions ou pas. Et de toute façon, mais ils ont un sentiment eux-mêmes d'échec personnel. Jean-Marie Rouard, vous savez, il y en a un qui doit vous écouter avec attention en ce moment. C'est l'invité qui viendra nous rejoindre tout à l'heure en plateau, Fabrice Ollery, qui est un prodige du piano, qui a aussi un chemin spirituel. Et je pense qu'il y aura beaucoup de choses à vous dire entre vous deux sur ces parcours. On le retrouvera un petit peu plus tard. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui n'aiment pas lire si vous deviez leur sortir juste une phrase? Alors, qu'est-ce que vous dites ou quel livre vous leur mettez entre les mains? Non, je leur dirais... D'abord, je leur donnerais mon livre, puisque ce livre, c'est un livre qui en contient 120. Il donne 120... J'avais pas compté, 120. Oui, 120 qui permettent... Donc, chacun peut trouver son bonheur. Et très souvent, les gens qui n'aiment pas lire, c'est les gens qui n'ont pas trouvé, si vous voulez, à quoi pouvait correspondre leur écrivain. Parce que dans la vie, vous savez, c'est comme les gens qui n'ont pas aimé. C'est vrai, ça arrive, des gens qui n'ont pas aimé. Et puis un jour, dans la rue, en se promenant, dans l'autobus, dans le métro, je sais pas, subitement, il y a un visage, il y a quelqu'un qui leur parle, et ce langage, ils se disent, mais pourquoi j'ai tant attendu? Voilà, et ce moment est arrivé, et voilà. Il y a une révélation, Eh bien, je crois, moi, à cette révélation, à ce chemin de Damas, tout le monde peut trouver l'écrivain. Et je crois que, vraiment, moi, je ne veux pas dire on ne peut pas vivre sans avoir lu. Il me semble que c'est quand même
avoir lu, c'est donner à la vie un supplément de beauté, un supplément d'âme, un supplément de sens. Donc c'est dommage de s'en priver, comme c'est dommage de se priver du musée du Louvre, de voir tellement de beaux tableaux. Je crois que l'art apporte à la vie quelque chose. Je ne vais pas dire que l'art est contre la vie, non, au contraire. L'art, c'est ce qui permet de se dire, mais vraiment la vie est merveilleuse. D'augmenter la vie. Les choses horribles, c'est de se dire qu'à Palmyre, on est en train de détruire des temples magnifiques, qu'on a tué le conservateur de Palmyre, qu'on est dans la barbarie. C'est ça les choses atroces. On est dans un monde souvent atroce. Eh bien, et je ne parle pas des moines de Tibéride, auxquels, vous savez, j'ai vous avez écrit un discours de la vertu. Oui. Eh bien, toutes ces choses horribles, toutes ces choses atroces, eh bien, ce qui nous permet de vivre et de surmonter cette atrocité, c'est justement l'art. L'art, c'est un antidestin, c'est ce qui nous permet en même temps de se dire, mais la partie n'est pas perdue. Il y a de la beauté. Jean-Marie Loire qui nous parle, c'est quand même de quoi il parle, parce que je rappelle que vous êtes fils de peintre, que dans votre famille il y avait Berthe Morisot, que vous étiez plus ou moins lié à Paul Valéry, par des chemins un peu, on ne va pas tout raconter, mais vous êtes né dans cette famille et nourri par l'art. Vous êtes allé plus vers les mots que vers les pinceaux. Ça, c'était votre choix et votre talent. J'aimerais... on ne va pas s'apesantir sur votre famille, parce que ça a tendance à vous énerver un peu, puis que vous existez par vous-même. J'aimerais venir au classement que vous avez fait. Alors moi, franchement, j'ai adoré ce classement. Donc, vous avez classé vos 120 auteurs en 17 catégories, qui se présentent ainsi. Il y a les soleils païens, Rabelais, Rétif de la Bretonne, Casanova, Colette, etc. Il y a les magiciens, Lewis Carroll, Cocteau, Karen Blixen, Gary, Stefan Zweig, etc. Alors Hermann Hesse, que j'adore, je le cite quand même. Il y a les chœurs en écharpe, que c'est joliment dit, Musset, Apollinaire, Fitzgerald, Aragon, Rilke, etc. Il y a les amants malheureux de l'histoire, qui a beaucoup, cette catégorie a intéressé aussi notre invité, qui aime beaucoup l'histoire, qui viendra tout à l'heure nous rejoindre. Donc évidemment, on va trouver Barès, Zola, Peggy, Drieux-La Rochelle, Malraux, Morand, etc. Etc. Parce qu'il y en a beaucoup. Les bourlingueurs de l'infini, Loti, Jack London, Conrad, Sandra, Hemingway, Kessel. Les assoiffés d'absolu, il y en a déjà beaucoup moins, les assoiffés d'absolu, il n'y en a plus que 3. Isabelle Eberhardt, que je ne connaissais pas, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez mis des auteurs qu'on ne connaît pas forcément. Luc Dietrich, que je ne connaissais pas non plus, T.E. Lawrence, les beaux et grands esprits, Voltaire, Anatole France, Valéry Guitry, Jean d'Ormesson, dont on reparlera, les fracasseurs de vitres. Où est-ce que vous êtes allé la chercher, celle-là? Les fracasseurs de vitres, Rousseau, Suarez, Bernanos, Céline, les voyeurs, les pervers et les nymphomanes. Là, je sens que ça tend l'oreille, derrière l'écran de télévision. Anaïs Nin, Maurice Sachs, il n'y en a pas beaucoup là aussi, Samuel Pépise, il n'y en a que 3. Oui. Grosse sélection. J'en peux en mettre beaucoup plus. Mais vous voyez, ce que j'ai essayé de montrer, on pourrait continuer jusqu'au 17. Très bien. Dites voir. C'est le contraire d'un recueil universitaire. Je suis le contraire d'un professeur. Sinon, je ne l'aurais pas lu. C'est vraiment... J'ai voulu montrer à quel point la littérature, c'était quelque chose à la fois de ludique. C'est vrai que c'est amusant, c'est gai, c'est drôle. Alors, il y a des choses un peu lestes. J'ai mis des scènes un petit peu... Bon, Anaïs Nin, c'est pas forcément à mettre en toutes les mains. Mais j'ai voulu montrer que ça rejoint à la fois toute l'humanité, parce qu'il y a à la fois la plus haute élévation spirituelle avec Mauriac, Bernanos, et en même temps, il y a des gens qui sont paillards, comme Rabelais, et des gens qui sont un peu nymphomanes, comme Anaïs Nin. Vous voyez ? Et cette variété humaine, en même temps... Je trouve ça extraordinaire parce que c'est toute l'humanité. La littérature nous permet finalement permet une grande tolérance parce qu'on se rend compte que tous ces hommes ont un point commun, ont une sorte de trait d'union qui est cet amour de l'art par lequel ils ont réussi à faire de leur vie quelque chose qui les a élevés au-dessus d'eux-mêmes. Jean d'Ormesson, on en dit 2 mots, parce que c'est un invité récurrent sur ce fauteuil rouge qu'on aime évidemment beaucoup, mais qui n'aime pas Jean d'Ormesson, je vous le demande. Vous, ça a été presque un parrain en littérature. Vous l'avez rencontré bien plus tôt que nous tous, et il vous a soutenu à bout de bras. Finalement, il vous a aidé à éclore en tant qu'écrivain, et peut-être même un petit peu en tant qu'homme.
C'est vrai, c'était un formidable professeur de vie, en plus d'être une grande admiration littéraire. Oui, parce que vous avez été élevé quand même dans une certaine dureté et sécheresse. À un moment, vos parents vous ont laissé 4 ans sur l'île de Noirmoutier, élevé par des pêcheurs, en vous abandonnant plus ou moins. Puis votre père, c'était pas un rigolo, tout peintre qu'il était. D'un seul coup, Jean d'Ormesson, il arrive. Alors Jean d'Ormesson, on le sait, hein, c'est le soleil en premier, les îles en second et les femmes en troisième. C'est un peu tout ça qui vous a apporté, tout ce côté solaire. Il a sorti un peu de ce jansénisme qui était dans ma famille, mais je n'ai pas été malheureux dans ma famille, non. Et de ce jansénisme qui était un peu inspiré par le peintre Degas, qui avait eu beaucoup d'influence dans ma famille. Et grâce à lui, j'ai découvert quelque chose d'autre. C'est vrai, et ce que je trouve formidable, ce qui me plaît énormément chez lui, c'est ce que je dis dans le texte sur lui, c'est à la fois un homme qui a une perspective universelle de l'infini, finalement de l'infini depuis le Big Bang, vous voyez. Et en même temps, il est dans l'instant, il vit l'instant. Que ce soit l'amour, que ce soit les beaux paysages, la jouissance de l'instant et en même temps cette perspective extraordinaire sur l'infini. Et c'est ça un homme. D'ailleurs, je dis, Jean d'Ormesson, c'est l'éternité plus un jour. L'éternité plus un jour, c'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui est toujours dans une perspective de l'éternité, mais qui en même temps qui pense selon l'éternité, mais en même temps qui vit le jour, au jour le jour. C'est pour ça qu'on vient de, entre guillemets, l'enfermer dans la Pléiade, qui est, comment vous dites ça très joliment, un tombeau Bible, c'est ça que vous dites? Et en même temps, il ne va certainement pas se laisser enfermer dans la Pléiade, c'est pas ça qui va l'empêcher de continuer à publier derrière. C'est le plus un jour dont vous parlez. Et puis, il y a un livre dont on n'a pas parlé, mais vous citez les Évangiles, aussi comme livre ressource, livre de vie aussi. C'est quand même, l'Évangile, c'est la plus grande des révolutions. Il n'y a pas plus belle et plus grande révolution. Moi, je ne suis pas fou de la révolution de 89, parce que je trouve qu'il y a eu beaucoup de sang, beaucoup de crimes. Mais la plus belle des révolutions, pour moi, de l'humanité, c'est l'Évangile. Et les béatitudes, parce qu'à chaque fois que vous mettez un passage, là aussi, choisir dans l'Évangile. Vous avez dû rigoler en disant quel passage je vais mettre. Vous avez choisi de mettre en avant les béatitudes. Ouais. Parce que c'est ça la révolution. La révolution, c'est que les hiérarchies sont bouleversées et c'est l'humanité, c'est l'apparition finalement de la tendresse, de l'humanité, de l'amour, du pardon. Enfin, c'est inouï. Enfin, personnellement, de tout ce que résume la personne de Jésus. Je ne veux pas apparaître, je ne suis pas un catholique très, très pratiquant, mais je suis peut-être plus attiré par la spiritualité, et puis voilà. Mais tout sans être très pratiquant. Mais en même temps... Un catholique culturel, mais quand même qui s'intéresse à sa catholicité. Voilà, je suis un catholique très culturel. Au fond, je me rends compte chaque jour à quel point j'ai été modelé par le christianisme, à quel point ça a opéré sur ma sensibilité, sur ce que je suis, c'est très très important. Mais sur nous tous, je pense, on ne peut pas y échapper, c'est comme ça. Et ce que ça a apporté, justement, cette révolution, eh bien, c'est extraordinaire. Voilà, je trouve ça extraordinaire. C'est pour ça que je ne pouvais, dans les grands textes littéraires, je ne pouvais pas ne pas le citer, d'autant plus qu'on est en plein dans cette idée que j'ai de la littérature, c'est qu'on est à la fois dans la beauté et dans la vérité. Et l'Évangile, c'est ça. C'est de la beauté. Et d'ailleurs, toute la Bible, c'est de la beauté et c'est de la vérité. Et c'est une fraîcheur de tous les instants. instants. À mon avis, après, la littérature n'a été qu'une laïcisation de ces textes sacrés. Au fond, la littérature a d'abord été sacrée, et puis elle a été proche de Dieu, elle était proche mais ensuite, elle s'est séparée, elle s'est laïcisée, et on pourrait dire que d'une certaine façon, Balzac, Stendhal, sont des auteurs qui sont éloignés de Dieu, mais finalement, il reste quelque chose de spirituel. Alors vous dites, Michelet, quant à lui, estime que la Bible est le modèle sur lequel s'est greffé le roman moderne, voilà, qui ne serait qu'une laïcisation de son grand ancêtre. Le premier roman moderne, c'est la Bible, sauf que ce n'est pas du roman, quoi. C'est-à-dire que si, parce que la Bible a donné le modèle du roman. Parce que finalement, Dieu qui décide que la destinée de Job est épouvantable, eh bien, finalement, cette destinée va se dérouler selon ce que Dieu a voulu. Eh bien, le romancier est comme Dieu. Il a ce même rôle. C'est lui qui décide de ces personnages qui vont réussir, qui vont échouer, qui vont peut-être réussir d'abord et échouer ensuite. Donc, vous voyez, il y a ce même caractère étrange et en même temps, chaque livre contient une parabole.
Voilà. Je crois qu'il ne faut pas oublier que chaque livre a un enseignement, et cet enseignement est pour les meilleurs livres, je crois, pour ceux qui nous marquent, eh bien, il a un lien très fort avec le spirituel. Alors, je vais demander à notre second invité de bien vouloir venir nous rejoindre en plateau. Je vous l'ai dit, c'est un pianiste prodige. Il s'appelle Fabrice Olry. Il sera à l'Olympia le 10 septembre. Et on aura l'occasion de reparler de cette date. Fabrice, bonjour. Je vous présente Jean-Marie Rouard. Installez-vous, messieurs. Vous avez écouté avec passion, je suis sûre, cette première partie d'émission. Passion, c'est beaucoup. Ouais. Sans vous endormir, ça serait déjà pas mal. C'est un être passionné, Fabrice Olry, passionné par son instrument, passionné par la musique. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette première partie d'émission, Fabrice, dans ce qu'a pu dire Jean-Marie Rouard? Alors, il faut vous dire que j'ai eu le temps de parcourir le livre, même si je l'ai eu très récemment, il y a 2 jours. Donc, je ne l'ai pas terminé, mais vous avez déjà fait un émule parce que j'ai beaucoup aimé cet éclectisme de cette anthologie et le fait de faire votre propre classification. Ça vous expliquait bien au début que la classification de l'excellence vous ennuie, qu'elle n'est pas dans la, disons, dans la subtilité de l'art ni de la vie. Et donc ça m'a beaucoup plu parce que je retrouve la même chose en musique. En musique, nous avons le même problème. Nous avons des gens qui classifient et qui essayent d'imposer cette classification de l'excellence. Vous parliez de Jeux Olympiques, de la littérature. On a un petit peu la même chose, le même phénomène en musique. Alors c'est très gênant parce que finalement, on se déconnecte de la réalité et justement ce que vous appelez les subtiles hiérarchies de l'art. Et donc ce côté éclectique m'a beaucoup plu. Et puis j'ai envie de conseiller, même si je ne l'ai pas terminé, j'ai envie de conseiller ce livre à tous ceux qui n'ont pas assez le temps de lire, mais qui sont passionnés de littérature ou qui auraient déjà un pied dedans, parce que comme justement votre goût est très vaste, on s'y retrouve forcément. On va forcément s'y retrouver quelque part. Oui, je suis d'accord. Tout à fait. Oui. C'est un bon professeur de littérature. Ces classifications sont tellement absurdes, d'autant plus qu'elles varient. Il y a des époques, par exemple, Montaigne n'a pas été lu pendant 2 siècles. Oui. Donc ces hiérarchies sociales, finalement, Shakespeare a été redécouvert au XIXe siècle. Et puis même Peggy, pour être plus proche de nous, vous Peggy, dites ignoré par tout le monde, mais il meurt au champ d'honneur. Donc bon, voilà, on le redécouvre. Ou Maurice Barrès, qui était au Pinacle, puis maintenant qui n'est plus lu, ou Monterland, qui était au Pinacle aussi, qui n'est plus lu. Donc ces hiérarchies sont des hiérarchies finalement de mode. Et moi, je crois plus important l'élan personnel que nous avons vers une œuvre d'art. Moi, Erik Satie, en musique, par exemple, eh bien, je trouve que c'est un musicien formidable. Et ça m'est complètement égal que ce soit... C'est pas Beethoven, c'est pas Mozart. Et alors, je trouve que chaque artiste, si vous voulez, participe à cette grande aventure de l'art. Voilà. Et que c'est pas la peine qu'il soit le plus grand, le plus génial. Non, je crois que c'est l'ensemble qui est intéressant. C'est cet ensemble vers l'élévation artistique. Oui, c'est le goût personnel qui compte, parce que finalement, vous parliez d'Erik Satie, bon, il a eu sa période d'oubli, puis il a été très à la mode dans les années 80, il y avait le film Diva qui est sorti, etc. Et puis maintenant, on en parle beaucoup. On peut même dire que Yann Tiersen, avec Amélie Poulain, compose dans la tradition d'Erik Satie. Donc en fait, il est très joué, les professeurs le conseillent, le font jouer. Mais ça n'était pas le cas il y a 40 ans. Il était banni des Donc en fait tout ça fluctue en fait. Oui. Voilà. Donc c'est le goût personnel qui compte. On va écouter ce que fait ce monsieur, parce qu'il faut que vous vous rendiez compte, Jean-Marie Rouard, du talent de ce monsieur qui tourne et détourne. Donc vous pratiquez une musique à la base qui n'est pas forcément très à la mode. Le ragtime, on ne connaît pas forcément. Le boogie-woogie, on connaît un petit peu plus. En fait, j'aime bien toute la culture afro-américaine. Ouais. Tout ce qui vient du blues est un des piliers de ma musique. Mais en réalité, j'ai aussi ce goût éclectique. Je m'intéresse à tout, notamment à nos racines européennes en musique. Et donc, j'ai ma propre classification en réalité également. On écoute quoi, le vol du bourdon, vous nous expliquez peut-être un petit peu avant? Oui, alors c'est finalement un condensé de plusieurs versions. La version instrumentale du compositeur, donc Rimsky-Korsakov, une partie de la transcription pour piano de Rachmaninov, et puis un condensé également des versions boogie-woogie.
Voilà. La première historique qui est celle de Jack Fina, qui a été reprise après par Liberace, et puis un petit peu de la version de Winfred Atwell, et puis un petit peu de moi-même aussi. Et voilà, et ça donne une version complètement hallucinante, enfin quelque chose que moi j'avais jamais entendu. Alors voilà, ce que ça donne, le vol du bourdon. Un extrait juste. Vu par Fabrice Legris. Bah oui, on peut pas tout mettre, mais on met un extrait au moins. Sauter de votre chaise de piano dès que c'est terminé. C'est pas très académique. En réalité, là, on a eu les 30 dernières secondes, les 50 dernières secondes, je ne sais pas. Mais, donc c'est le final, mais la version qui est un condensé de plusieurs versions dure évidemment 6 minutes, quelque chose comme ça. On y aura droit ou pas le 10 septembre à l'Olympia? Je ne peux pas tout vous dévoiler. Et ça fait partie des rappels possibles. Voilà, on va dire ça comme ça. Oui. Alors, je tiens à préciser que la première partie, c'est quelqu'un qu'on connaît bien à KTO, c'est Elisabeth Sombart, qui est une pianiste classique qui est venue plusieurs fois, parce qu'elle aussi, elle a un parcours spirituel assez impressionnant. Alors, Elisabeth, elle va partir dans complètement autre chose. C'est le concerto numéro 1 en mi mineur de Chopin. Elle joue admirablement Chopin. Dans sa version intime, avec le quatuor résonance, parce qu'elle a également joué la version avec le symphonique. Avec le Philharmonique de Londres cette année, elle l'a enregistré, le disque sort cette année, mais voilà, je n'ai pas les moyens de me payer le Philharmonique de Londres pour ma première partie. Et c'est Elisabeth Sombart, et Elisabeth me fait la grâce de venir avec le quatuor résonance. En tout cas, c'était la version préférée de Chopin, cette version intime. Ouais. Alors ça va être une sacrée soirée parce qu'on va faire le grand écart entre Chopin et puis vous qui arrivez avec toute votre énergie aussi. C'est une autre énergie, on va dire. Oui, une autre énergie. On va dire ça comme ça. Donc il faut absolument réserver pour le 10 septembre à l'Olympia. Ça vous parle ce genre de musique, Jean-Marie Rouart? Bien sûr. Écoutez, bien sûr. Vous savez, je crois que tous les arts se parlent. Tous les arts se parlent. Il faudrait vraiment... Et ils se parlaient encore plus autrefois. Oui. Autrefois, c'était extraordinaire de voir à quel point, au début du siècle, il y avait des liens entre les musiciens, Debussy, avec Gide, avec Comment tout ce monde-là s'entrecroisait, bien se sûr, nourrissait les uns les autres. Les peintres, les musiciens et les écrivains étaient extraordinairement proches. Maintenant, et puis c'était comme ça depuis très très longtemps. Oui, à travers des soirées privées. Et Chopin, l'amitié de Chopin, Georges Sand, l'amitié avec Balzac, qui a inspiré Balzac. Donc, si vous voulez, je crois que ce n'est qu'aujourd'hui où il y a une sorte de séparation des gens, où chacun est dans son domaine, avec une spécialisation qui est absurde. Moi, je crois vraiment que ce qui amène les gens à l'art, que ce soit la musique, la peinture, la sculpture, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est le désir de donner un sens à sa vie, de donner de la beauté à la vie pour essayer de justifier la vie. Alors, vous savez ce qu'il va faire après cette émission, Jean-Marie Rouart? Non, il va partir en croisière en Turquie avec Jean d'Ormesson. Vous savez ce qu'il va faire après son concert à l'Olympia? Il va faire Compostelle. C'est une autre vision. Je vais m'arrêter à Roanne, parce qu'en réalité, j'ai un concert qui m'attend là-bas. Voilà, mais... Donc je vais prendre les chemins de Compostelle. Alors, pour pourquoi jouer. Faire un pèlerinage après... Bon, l'Olympia, c'est quand même pas rien. C'est quand même une grosse soirée à l'Olympia, c'est énorme. Il faut pouvoir digérer aussi toute cette énergie qui se met en place avec vous et autour de vous. Pourquoi aller faire un pèlerinage Oui, à l'Olympia, c'est une machine de guerre, un peu. Oui, tout à fait. Puis c'est une salle mythique dans l'esprit des gens. C'est même devenu une expression. On dit quelquefois, quand on chante une chanson devant des amis, on dit « Tiens, je vais faire l'Olympia la semaine prochaine pour plaisanter ». Donc, c'est même passé dans le langage populaire. Alors justement, lorsqu'on a ainsi la tête dans les étoiles, il faut aussi avoir les pieds sur terre et faire quelque chose de totalement complémentaire. C'est complémentaire de partir en pèlerinage à Compostelle? Voilà. Parce que c'est vraiment les pieds sur terre. Voilà, exactement. Oui. Franchement. Oui. C'est les pieds quand même un peu au-dessus du sol. Il y avait une chose à dire, il l'a dit. Alors, oui, ça marche dans les deux sens en fait. Oui.
Et donc, à Roanne, j'ai toute autre chose qui m'attend. C'est un concert au profit d'Infosarcome, qui est qui fait la recherche contre le sarcome, qui est une forme de cancer qui atteint plutôt les jeunes, et dont a été victime un de mes élèves. Guillaume Perrault souhaitait jouer avec moi au théâtre de Roanne, parce qu'il est de la région, au bénéfice de cette cause. Il n'a pas pu le faire, donc j'ai déjà fait un concert tout seul. Guillaume est décédé, c'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. L'année dernière, il y a un an, le 5 octobre dernier. Et donc nous avons recueilli des fonds. Et Guillaume continue à nous rassembler avec des gens. Il continue à me faire rencontrer des gens. Et je sais qu'il faut que je continue. Donc cette année, je vais donner un spectacle différent le 27 septembre au Théâtre de Roanne, qui sera le but de mon pèlerinage entre Paris et Roanne, c'est-à-dire entre l'Olympia le 10 septembre et le Théâtre de Roanne le 27 septembre. Tout à l'heure, Jean-Marie Rouard disait « Je suis un catholique culturel, pas très pratiquant, mais très, très formé, forgé par cette religion. » Vous vous qualifieriez comment, vous, en tant que catholique? Culturel aussi, mais torturé également. Torturé. Oui, oui. C'est une religion que vous deviez, ou une foi que vous devez reconquérir chaque jour, Fabrice Ellery? Oui, remettre en question, parce que je n'ai pas eu au départ d'éducation religieuse, ni de certitude. Mais il a fallu conquérir ça contre votre famille. Alors, il y en a, ils se débattent parce qu'on leur impose. D'autres, ils se débattent pour y avoir accès. Oui, c'est ça. Oui. Oui. Oui, peut-être pas contre, mais en dépit en tout cas. Oui, voilà. Ouais. Parce que c'est sûr que, il est sûr que dans ma famille, il y avait un fonds catholique qui a été conservé par les femmes, un petit peu en secret, mais combattu par les hommes. Il y a, en apparence en tout cas, tout le monde s'est défendu pendant des générations anticléricales, et je dirais même anti-religieuses, de quoi que ce soit. Et ça ressurgit avec vous? Et ça ressurgit avec moi. C'est dormant pendant une génération? Oui, c'est peut-être une question d'époque aussi. Je m'interroge aussi là-dessus. Je pense que la musique y est pour quelque chose, mais c'est aussi peut-être une question d'époque parce qu'on vit une époque de retour. Mais alors justement, vous, votre foi, elle est passée par la musique. Est-ce que elle passe pas par la littérature aussi? Vous disiez c'est ma religion tout à l'heure. Est-ce que c'est pas aussi le moyen que vous avez trouvé, Jean-Marie Rouard, pour vous rapprocher un petit peu de ce Dieu Franchement, j'ai l'impression que la communion et certaines célébrations, je les vis par justement cette élévation. Je le vis à travers la littérature. Voilà. Moi, je considère que disons, il y a eu un canal de dérivation, disons, du spirituel qui m'a entraîné vers la littérature. Mais moi, j'aurais peut-être une autre conception moins douloureuse que la vôtre. Je serais plutôt du côté de saint François d'Assise. Je serais plutôt du côté d'une sorte de syncrétisme entre le paganisme, qu'on trouve d'ailleurs chez beaucoup de chrétiens, enfin au début, et cette sorte d'amour finalement de la nature, de la vie, avant le jansénisme, avant cette chape de plomb qui a pesé notamment au XIXe siècle et au XVIIIe siècle. Voilà, moi je serais pour cette religion qui était plutôt celle des simples gens, très accessible. Voilà, et puis en même temps, qui n'était pas dans la souffrance, qui était plutôt dans un hymne à la vie, si vous voulez, et dans une sorte de... qui était dans la compréhension des autres et non pas dans la tolérance. Voilà. Dans un cœur à cœur direct. Voilà. Alors, on cite saint François d'Assise, vous, le grand saint ou la grande sainte qui vous parle le plus directement, Fabrice, ce serait qui? Alors, j'ai juste envie de rebondir sur ce que vous disiez, parce que je trouve que, en fait, la chape de plomb dont vous parliez, historiquement, elle est tout à fait anecdotique, parce qu'en réalité, si on remonte aux premiers chrétiens et au Moyen-Âge, la célébration de la vie, dans le catholicisme, elle existe, elle est très présente. Et il suffit de regarder dans d'autres cultures comment elle est vécue, en Amérique du Sud, chez les Brésiliens, etc. Il n'y a pas cette chape de plomb. Et je dirais dans le gospel aussi, moi c'est ce que la musique m'a beaucoup apporté, c'est effectivement c'est cette liberté et qui est due à une genèse aussi. C'est-à-dire qu'on a retrouvé dans la musique une liberté qui était interdite, puisqu'au départ ces gens-là étaient esclaves, il y a eu une déportation
Voilà. Mais la manière totalement libérée de chanter Dieu et la création dans le gospel, je dirais, interroge beaucoup les Européens aujourd'hui. On est tous fascinés par le gospel. C'est-à-dire que quand on les voit, on se dit, bon, il se passe quelque chose. Enfin, il y a beaucoup de gens qui, si vous voulez... C'est que c'est une telle énergie qui viennent vous chercher ils comme viennent ça vous chercher, au trip, quoi. voilà, c'est ça. Alors je dirais, bon, dans le rite actuel en Europe, on a cette énergie qui manque. On a cette énergie qui manque et je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui sont conquis justement par le gospel, justement, via le gospel. C'est fou ce mot énergie, parce qu'il faut que vous alliez voir. Promettez-moi que vous allez le faire. Jean-Marie, levez la main droite et dites je le jure, et je dis après de quoi il s'agit. Non, vous allez aller voir en vidéo sur Internet Un vivant dimanche de Michel Drucker, où Philippe Bouvard est l'invité principal. Et Bouvard invite Fabrice en disant « Je n'ai jamais rencontré cet homme-là, mais vraiment, je l'aime beaucoup, je veux le voir en vrai. » Il faut voir Bouvard redevenir un gamin, il a 5 ans. Pendant que Fabrice joue, vous avez quoi, 2-3 minutes pour vous exprimer, c'est pas grand-chose. Et Fabrice qui s'empare de Bouvard, il y a Anne Roumanoff qui est là, il y a Drucker, il y a le public. Comment en 2 minutes, il arrive à conquérir tout le monde avec cette énergie et cette foi incroyable que vous avez dans votre musique et dans votre instrument. Et là, on se dit, ça sert à ça, l'art. C'est 2 minutes de bonheur. Moi, je ne sais pas combien de fois je l'ai regardé, cette vidéo, rien pour voir Bouvard. Je vous voyais vous, mais je voyais Bouvard en larmes, de rire et d'émotion à la fois. Oui. Je n'ai pas répondu à votre question tout à l'heure. Je me doute bien que ce n'est pas Saint Bouvard, votre grand saint. C'est qui alors? C'est Jeanne d'Arc. C'est justement parce que vous parliez d'énergie. Et justement, ce miracle-là, il s'accomplit avec une jeune fille qui a 17 ans et qui crée une autre révolution. Alors Jeanne d'Arc, moi tout de suite, Joseph Delteil, Joseph Delteil qui est dans votre livre, Jean-Marie Rouart, Ses amis qui enchantent la vie. Vous avez été marqué par qui, vous qui avez lu le livre Par le cardinal de Retz. J'ai oublié de vous dire que j'ai beaucoup aimé l'aspect historique aussi, parce que justement, pour les gens qui veulent découvrir la littérature, vous donnez toujours un contexte historique. Donc, vous expliquez les personnes aussi par l'époque. Ça me plaît beaucoup, parce qu'on est toujours influencé par son époque. Et j'aime beaucoup, comme le cardinal de Retz parle, vous m'avez donné envie de lire ses mémoires, que je n'ai jamais lues, parle de Richelieu, en une phrase, quand il dit que le cardinal de Richelieu avait assez de religion pour ce monde. C'est vraiment une manière de le résumer qui est extraordinaire. Vous avez vraiment la plume et l'art de la formule aussi, Jean-Marie. Moi, je vous propose, puisqu'on est dans l'historique, une version de la Marseillaise. Mais alors, je vous jure que vous ne l'avez jamais entendu comme ça, Jean-Marie Rouart. C'est la version de Fabrice Ollery, la Marseillaise au piano par Fabrice. Voilà, ça donne ça. J'aime bien la tête que vous faites sur la vidéo. Vous êtes content de votre coup, Fabrice. On voit clairement qu'il est content. C'est un sourire de complicité avec le public, parce qu'avant, j'ai accumulé pas mal de clins d'œil. J'ai mélangé la Marseillaise avec Douce France de Charles Trenet, le chant des partisans, etc. Et il y a plein de références historiques aussi que les gens comprennent. Ça vous choque pas quand même, cette version de la Marseillaise? Pas du tout, non. Vraiment. Non, vous savez, l'art, c'est aussi jouer avec l'art. Et alors, c'est pas forcément le jeu des surréalistes, parce que vous savez ce que Céline disait, en parlant de surréalistes, il disait « ce sont des imbéciles qui veulent se faire passer pour des fous ». Bon, non, mais je crois qu'il y a un vrai jeu dans toute il y a une distance, c'est à la fois quelque chose
de très profond, de très sérieux, et quelque chose à la fois avec une légèreté et des clins d'œil. Oui. Oui. Oui, il y a cette légèreté parce que au début, lorsque j'avais beaucoup de détracteurs parce que je surprenais, mais en réalité, je ne cherchais pas à surprendre, c'est ma manière de faire de la musique qui me traitait de clown. En réalité, je ne me sentais pas traité de clown. Pour moi, c'est un compliment parce qu'il y a cet aspect-là aussi dans l'art. Puis les clowns sont tous musiciens. Et puis il y a l'aspect pastiche, parce qu'en fait, même chez les plus grands, vous vous rendez compte que chez Balzac, il y a un peu du pastiche, chez Proust, il y a du pastiche à la fois de Saint-Simon, de Balzac, de Ruskin, enfin bref. Chez tout auteur, il y a un clin d'œil qui est dans la tapisserie, qui montre qu'il veut montrer au fond qu'il a des références, qu'au fond, il s'appuie sur ceux qui l'ont précédé. Ça me fait penser à un tableau de votre père que vous nous aviez montré en 2011, où on voit, je crois que c'est votre tante, et au fond du tableau, il y a un tableau de deux gars. Qui était lié aussi à votre famille. C'est toujours ce petit clin d'œil, ce petit dont vous parliez. C'est le tableau de ma grand-mère. C'est votre grand-mère. Avec les deux gars dans le fond. C'est votre grand-mère. Oui, je vois ce tableau. Vous voyez qu'elle m'avait marqué cette émission. Moi, ce que j'aime chez vous, c'est que vous êtes très multiple. Et alors, sur le site de Fabrice Heulery, on peut trouver tous les 30 CD qui sont sortis. Mais oserais-je vous recommander particulièrement celui sur le ragtime, qui est quand même quelque chose de plus très actuel. Et pourtant, vous en faites un disque absolument abouti. Oui, je dis souvent que c'est celui qui se vend le moins parce que le ragtime est tombé en désuétude et le titre, le disque porte ce nom. Mais pourtant, c'est un des disques solo dont je suis le plus fier parce que le ragtime est une musique qui est très ingrate et très exigeante. Et sur ce disque-là, bon, j'y ai mis tout le travail minutieux que nécessite cette musique. J'adore ça, moi, le ragtime, donc j'ai du mal à croire que avec tous les ça aspects de cette musique. Oui, mais c'est vrai. Mais une fois que les gens connaissent, il n'y a pas de souci. Mais au départ, je dirais que c'est une musique qui est revenue à la mode. Redevenue à la mode dans les années 70 grâce à Claude Bolling et grâce au film aussi, au film L'Arnaque. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est une musique injustement méconnue. Et alors, vous êtes aussi, parce qu'en face de nous, on a un créateur qui a créé ces livres, mais vous avez aussi créé une œuvre, concerto pour piano en do dièse mineur numéro 1. Donc là, on passe à toute autre chose. D'un seul coup, on est dans la création. Dans la composition, oui. La composition, c'est un concerto pour piano, donc il y a une trentaine d'instruments, un mélange, on pourrait dire, de musique européenne contrapuntique, enfin bon, avec du boogie-woogie, du blues. Voilà, donc pour aller vite. Voilà, mais je pense qu'on n'a pas assez parlé d'Elisabeth Sombart, qui fera ma première partie à l'Olympia, parce que c'est souvent moi qui fais sa première partie. Je voulais juste dire un petit mot, si on a encore une minute. On l'a tout à fait. Sur on a toujours une minute pour Elisabeth Sombart. Vous l'avez déjà invitée, mais bon, vous avez dit que j'étais aussi compositeur, mais je suis surtout improvisateur, c'est-à-dire que je l'ai rencontrée donc en 2011, suite à quoi, en toute confiance, parce que c'est une personne qui ne se protège pas du tout, qui fait confiance, en toute confiance, sans me connaître, elle m'a engagé dans sa fondation. Et je voulais juste dire un petit mot sur sa fondation Résonance qui donne dans 7 pays du monde, et notamment au Moyen-Orient, des concerts dans des lieux. Ça peut être des camps de réfugiés, ça peut être des prisons. Elle ne se protège pas non plus beaucoup à ce niveau-là, d'ailleurs. Elle va dans des pays où son mari n'est pas très tranquille. Je suis ravi d'être un petit soldat de cette fondation Résonance, dans laquelle j'enseigne aussi l'improvisation. Merci beaucoup. Alors, on va terminer cette émission de la manière la plus difficile qui soit. Je vais vous demander à chacun de vous poser une question à l'autre. C'est horrible, je ne préviens jamais les invités, c'est pour vous cueillir comme ça. Fabrice va poser une question à Jean-Marie. Jean-Marie va poser une question à Fabrice. Ça concerne le thème que vous voulez. Alors, qui démarre? Le journaliste peut-être, parce qu'on a quand même un ancien du Figaro qui écrit dans Paris Match et tout. Il a l'habitude de poser des questions aux artistes. Jean-Marie, une question. Une question, alors... Réponse courte et rapide. Est-ce que vous avez envie d'écrire? Oui, j'ai déjà commencé mon premier livre. Et ça fait un moment, ça fait 15 ans que j'ai commencé ce livre. Et je ne suis pas prêt de le finir parce que c'est un livre de mémoire. Et donc l'action commence en 1980.
et devrait se terminer maintenant. Et pour le moment, je cours après moi-même parce que je n'en suis qu'en 1986. Voilà, et ça s'appelle profession pianiste. Ah bah Il y a oui, des gens qui répondent non à cette question. Jean-Marie, est-ce que vous avez envie d'écrire? bien sûr, Ah bien ouais. sûr, il y a des gens qui... D'accord. Il me semble que chacun a envie d'exprimer ce qu'il est, et chacun a envie, au fond, trouve que sa vie est intéressante. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'écrire, d'ailleurs. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent, même s'ils ne publient pas. Ou qui ne peuvent pas publier. Alors la question de Fabrice à Jean-Marie. Vous me l'avez donné finalement. Pratiquez-vous la musique? Je dois dire que je vis beaucoup dans la musique, mais je ne suis pas un grand mélomane, je ne suis pas quelqu'un qui connaît bien la musique, mais j'écoute beaucoup de musique. Je suis en permanence branché sur une radio musicale, et puis j'écoute beaucoup de musique. Parce que je pense qu'il y a un lien, alors là, très profond entre la littérature et la musique. Il y a disons, la phrase, une belle phrase, une phrase vraie, c'est une phrase qui a une beauté musicale. Et vraiment, une phrase qui serait laide à l'oreille ne peut pas être une belle phrase et ça ne peut pas être une phrase vraie. Donc, vous voyez, je pense que c'est la vieille idée des Grecs, vous savez, la beauté et la vérité. Bon, et voilà. Et en même temps, je pense que la musicalité des choses... Vous avez aussi un héritage musical dans votre famille. Vous m'avez dit tout à l'heure Voilà, que oui, vous aviez Ernest Chausson, grand symphoniste français. Mais enfin, vous savez, on n'a jamais un héritage. Quand on est écrivain, tout commence avec soi, tout finit avec soi. Oui. Ce n'est pas des choses dont on peut hériter, hélas. On n'hérite pas du talent des autres. Et c'est de soi-même que tout dépend. Je vous remercie infiniment, messieurs, pour ce partage. On a pu grappiller un petit peu chez vous, Fabrice, un petit peu chez Jean-Marie. Mais alors, je vous invite vraiment. Donc, sur le site de Fabrice Oelry, vous allez trouver, c'est pas compliqué, toute son actu, toute sa discographie, que ça parle de ragtime, que ça parle de blues, de tout, parce que vous touchez un peu à tous les domaines. 10 septembre, l'Olympia, franchement, il y a encore des places. N'hésitez surtout pas à y aller. Je rappelle qu'Elisabeth Sombar est en première partie. Et puis alors, ça, c'est un vrai cadeau à vous faire ou à faire à vos amis, que sais-je. Une anthologie, vous en avez pour quelques années, hein, parce qu'après, vous allez avoir envie de lire les 120 auteurs. Donc, c'est tout le problème. Jean-Marie Rouard, Ses amis qui enchantent la vie, passion littéraire, c'est chez Robert Laffont. Je vous souhaite une bonne croisière avec Jean d'Ormesson. Vous l'embrassez sur les 2 joues pour moi. Et puis, on vous souhaite un bon pèlerinage jusqu'à Roanne, direction de Compostelle. Merci. Merci à tous les deux pour ces parcours de vie. Merci.